Bonsoir. Je suppose que vous avez déjà entendu ce que l'on raconte quant à la taille du sexe des hommes noirs. N'est-ce pas, mesdames? Bien, je suis désolée, mais je vais devoir mettre fin à un mythe. Si le maître de cérémonie de ces messieurs varie, ça n'a rien à voir avec leur couleur de peau. C'est à cause d'une femme. Une histoire raconte qu'il y a longtemps, l'entrejambe des hommes était totalement vide. Oui, vide. Alors je vous l'accorde, ça devait être drôle pour personne, cette affaire-là. N'est-ce pas, mesdames? D'autant que les femmes avaient déjà tout ce qu'il fallait où il le fallait. À l'époque, une femme avait construit son campement dans la brousse. Alors un campement très rudimentaire, juste 3 cases en demi-lune, une case pour elle, une pour ses filles, une troisième pour les réserves de nourriture. Les tâches étaient très bien réparties entre la mère et les filles. Les filles travaillaient au champ et elles pilaient le manioc. La mère allait dans la forêt. Elle y cueillait des baies, des champignons, et elle ramassait du bois mort pour le feu. Ce matin-là, comme à son habitude, la mère va dans la forêt. Elle ramasse des branches mortes, elle les pose dans son panier tressé. Quand soudain, pensant ramasser un bois mort, elle se retrouve avec quelque chose de flasque entre les doigts. Elle regarde de plus près, on dirait un champignon. Mais elle ne connaît pas du tout cette variété. Il est tout mou. Elle le hume, elle le renifle. Il a une odeur particulière, mais pas désagréable. Elle le goûte du bout du doigt. Ça n'a pas l'air vénéneux. Elle le goûte du bout de la langue. C'est doux et c'est bon. Alors elle le lèche carrément. Et immédiatement, elle le sent se raidir dans sa main. Elle le voit grossir, grandir. Et il atteint une taille considérable, hein? Puis il m'a parlé. J'aime bien ce que tu me fais là. Emporte-moi avec toi, femme. Je pilerai ton manioc et je te comblerai comme aucun pilon à manioc ne saura jamais le faire. Tu n'auras qu'à me poser dans le mortier et dire pile, 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 pilon. Garde-en un peu pour moi. Et tout de suite après, il reprend sa taille initiale. Elle le met dans son panier tressé. Quand elle arrive au campement, elle le cache dans sa case. Et le lendemain, elle dit à ses filles qu'elle en a assez de toujours faire les mêmes choses. Aujourd'hui, elle a envie de piler le manioc. Que ses filles aillent dans la forêt. Dès qu'elle est seule, elle va chercher le pilon qui parle. Elle le pose dans le mortier avec quelques carottes de manioc. Et elle dit la formule. Pile, 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 pilon, garde-en un peu pour moi. Immédiatement, le pilon se redresse et il grandit. Wow! Et il est encore plus impressionnant que la veille, dis donc. Et il se met au travail. Pile, 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 pilon. Pile, 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 pilon. Il est doué, le bougre, hein? Pile, 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 pilon. Puisque quelqu'un fait son travail à sa place, la femme se couche sur sa natte. Pile, 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 pilon. Pile, 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 pilon. Dès que le pilon en a terminé avec le manioc, il vole rejoindre la femme. Délicatement, il se faufile entre ses jambes. Bon, la femme est surprise, elle a un mouvement de recul. Mais quand le pilon caresse ses cuisses, elle sent sa bouche d'en bas saliver d'une agréable façon. Alors elle le laisse se faufiler un peu, beaucoup, profondément, et pile, 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 pilon. Pile, 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 pilon. J'aime bien ce que tu me fais là. C'est la femme qui parle. Pile, 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 pilon. Pile, 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 pilon. Quand les filles reviennent au campement, elles trouvent leur mère assise devant sa case. Tout de suite, elles s'inquiètent. Leur mère a le sourire aux lèvres, d'accord.
mais elle semble épuisée. Alors les filles lui disent que piler le manioc, c'est plus de son âge. Demain, si elle veut, elle restera au campement. Mais c'est elles qui se chargeront de ce travail. Ah, non, mes filles. Vous me voyez fatiguée, là? C'est justement parce que je manque d'exercice, hein. Demain, hein, je pile le manioc, vous allez dans la forêt. Les jours, les semaines passent. L'inquiétude des filles devient de la méfiance. Elles retrouvent leur mère de plus en plus fatiguée. Pourtant, ça fait un moment qu'il n'y a plus la moindre carotte de manioc à piler. Et leur mère s'obstine à vouloir rester seule au campement. Un matin, les filles partent dans la forêt. Elles désignent l'une d'entre elles pour retourner au campement espionner leur mère. Elle fait son rapport à ses sœurs. Maman nous cache quelque chose, on avait raison. Dès qu'on est parti, hein, elle est retournée dans sa case. Je me suis approchée, j'ai écouté, je l'ai entendu parler. Elle a dit pilon, garde-en un peu pour moi. Et tout de suite après, je l'ai entendu gémir. Et puis soupirer, et puis halter, comme si elle courait à perdre haleine. Et tout ça, ça a duré, mais longtemps, hein. Et mais le lendemain, les filles insistent tant et si bien que leur mère finit par accepter de les accompagner dans la forêt. L'aînée des filles prétexte un oubli, elle revient seule au campement, elle va dans la case de sa mère, elle répète les paroles entendues par sa sœur. Pilon, garde-en un peu pour moi. Le pilon se dresse dessous le tas de pagne où la mère l'avait caché, et délicatement, il se faufile entre les jambes de la jeune femme. Elle est surprise, un mouvement de recul. Mais quand le pilon caresse ses cuisses, elle sent sa bouche d'en bas saliver d'une agréable façon. Alors elle le laisse faufiler un peu, beaucoup, profondément, et pilon. Pilon. La jeune femme a gémi, soupiré, haleté plusieurs fois dans la journée. Pilon. Le soir, elle a fait son rapport à ses sœurs. Dès le lendemain, chacune des filles a trouvé un prétexte pour éloigner la mère du campement. Et la case maternelle devient le temple des plaisirs les plus fous. Et le pilon magique, il est infatigable. Et il se prête à toutes leurs fantaisies. Et je vous assure que les filles ont l'imagination fertile. Elles inventent de ces positions. Elles leur donnent même des petits noms. La fente du bambou, la colonne, le lacet, le miroir, la grotte. Et elles découvrent même, avec délectation, la perle cachée dans les replis de leur écrin soyeux. Un vrai trésor. Pilon. Au bout de 2 semaines, la mère en a assez. Elle tempête, elle tambourine, elle veut rester seule au campement. Mais à regret, toutes les filles reprennent le chemin de la forêt. Dès qu'elle est seule, elle va dans sa case. Pilon, garde-en un peu pour moi. Rien ne se passe. Pilon, garde-en un peu pour moi. Rien. Bon, ça fait longtemps qu'elle l'a délaissé, sans doute qu'il boude. Alors, elle fait comme au premier jour. Elle le prend dans sa main, elle le caresse, elle le lèche. Rien. Elle le titille du bout de la langue. Résiste jamais à ça. Et là, rien. Alors elle le secoue, elle le supplie de venir s'abreuver à sa fontaine. Il daigne enfin se raidir, à peine, hein, et il redresse la tête. Oh, arrête de me secouer comme ça. Ta fontaine. Parlons-en de ta fontaine, tiens. Après avoir goûté aux sources fraîches de tes filles.
j'ai plus aucune envie de m'abreuver à ton vieux marigot. Source fraîche. Vieux marigot. Le sang de la femme fait un tour dans ses veines. Elle prend sa machette et tcha 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 tcha. Elle te le hache menu. Et les morceaux de pilon, ils s'en courent pour échapper à sa colère. Ce jour-là, un groupe d'hommes passait dans la brousse, non loin de là. Mais les morceaux de pilon ont cherché refuge au premier endroit qu'ils ont trouvé. L'entrejambe vide des hommes. Mais dans sa rage, la femme n'a pas coupé le pilon d'une façon régulière. Et c'est pour ça, messieurs, mesdames, qu'on en trouve de toutes les tailles. Des petits, des gros, des longs, des minces, des longs, gros, des petits, minces, des ébouriffés, des excentriques, et même des excessifs. Vous ne pouvez pas imaginer quel bonheur c'est pour moi de pouvoir vous raconter ce genre d'histoire. Oui, parce que je ne sais pas chez vous, mais chez moi, c'était compliqué d'aborder ce sujet-là avec mes parents. Ado, jamais j'aurais imaginé parler de sexualité avec mon père. Quant à ma mère, elle avait des réflexions terribles sur la chose. Je l'entends encore. Je la vois. Paix, ça. Mettre sa langue dans la bouche de quelqu'un d'autre, là. C'est dégoûtant. Ce sont des histoires de blanc, ça, non? Ma fille, ne laisse jamais un homme mettre sa langue dans ta bouche, hein? La bouche est faite pour manger, non? Maman. Je me souviens de ma première fois. Mon premier baiser, hein. Mon petit ami de l'époque, Laurent, un jour, il m'a prise au dépourvu. Il a collé sa bouche contre la mienne et j'ai senti sa langue se glisser entre mes lèvres. Mon premier réflexe a été de serrer les dents. Ben oui, avec tout ce que maman m'avait dit. Sauf que là, j'étais dans les bras de Laurent. Laurent, le chef de la bande, celui dont toutes les filles du collège étaient amoureuses. Laurent qui attendait que j'autorise sa langue à franchir le mur de mes dents. Le mur a cédé. Waouh! Je ne savais pas, moi, que les langues pouvaient... qu'elles pouvaient se caresser, se mélanger, s'aspirer comme ça. Et les salives aussi se mélanger. Et les bouches délectées l'une de l'autre. Je ne partage pas l'avis de maman concernant les baisers des blancs. Un jour, elle m'a fait une autre confidence. Kentu mundele, keleti makulu madi. Les femmes blanches, hein, elles ont les pieds froids au lit. C'est pour ça que les hommes blancs préfèrent les femmes noires. Je n'ai pas compris ce que ma mère voulait me dire. Moi, j'avais les pieds froids. Est-ce que ma mère le savait? Et puis si mon père blanc a épousé ma mère noire, est-ce que c'était pour avoir une femme aux pieds chauds? Arrivé à l'adolescence, certains hommes ont commencé à me faire des réflexions déplacées, voire libidineuses. Ils me disaient que les femmes noires aimaient le sexe, qu'elles étaient insatiables, qu'elles étaient félines et sauvages au lit. Un de mes profs d'anglais, dont je tairai le nom, m'a même demandé un jour si c'était vrai que les femmes noires rigolaient en faisant l'amour. Non, j'avais 15 ans. Sacré monsieur Gérard. Ah oui.
fantasme d'homme blanc jetait le trouble dans mon esprit de femme en devenir. J'étais convaincue que l'homme blanc qui me choisirait pour femme crierait à l'imposture dès notre première nuit d'amour. J'étais pas une sauvage. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire par insatiable. Et j'avais les pieds froids. Quelques fois, quand même, j'ai essayé d'en parler avec ma mère. À chaque fois, elle m'a foudroyé du regard. Et elle m'a dit... Gay, qu'est-ce tout babi mayai, ti mounou, ti mamangue. Ah, toi vraiment, hein? Parler de ces choses-là avec sa mère. Laisse-moi avec tes histoires de blanc, là. Ah oui, maman, c'est comme ça, hein? Je la dérange, je la mets mal à l'aise. Elle ne voit plus que la part blanche en moi. Mon père, ça valait pas mieux. Si je n'étais pas d'accord avec lui, toutes nos discussions se soldaient par un « pas moyen de discuter avec vous, les noirs ». Blanche ou noire? Mais quand j'étais petite, j'étais convaincue que je devais choisir. Et puis un jour, j'ai décidé. Je n'ai pas à choisir. Je suis blanche et noire. Ou noire et blanche. C'est comme vous voulez. Bon, le temps a passé. J'ai appris pas mal de choses par moi-même. Alors, je ne suis toujours pas une sauvage. Je n'ai plus les pieds froids. Et parfois, j'avoue que je me montre insatiable. Un jour, j'ai eu l'envie de raconter des histoires coquines. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant raconter des histoires coquines africaines. Et tant qu'à faire, autant demander à maman qu'elle me raconte des histoires de chez elle. Le temps avait passé. J'ai eu 2 enfants entre-temps. On pouvait parler de femme à femme quand même, hein. Donc je suis allée la voir. C'était un mardi soir. Je m'en souviens parce qu'il y avait The Voice à la télé. The Voice, c'est l'émission préférée de maman. On ne dérange pas maman pendant The Voice. J'ai attendu la publicité. Et je lui ai demandé qu'elle me raconte des histoires de chez elle. Le temps a passé, hein. Pas de la même façon pour tout le monde, hein. Toi, vraiment, hein? Tout babi mayai, ti mamalangue. Laisse-moi, je te dis, hein? Au village, hein, on ne parle pas de ces choses-là avec sa mère. Tu veux que quelqu'un te raconte ces histoires-là? Va demander à ta grand-mère. Oui, je veux bien, moi. Si ce n'est que ma grand-mère, je ne l'ai jamais connue. Elle est morte avant ma naissance. Je me suis permise de le rappeler à ma mère. Pense, laisse tes histoires de blanc là. Ta grand-mère est morte. Et alors, hein? Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ma mère m'a dit un poème, enfin l'extrait d'un poème de Birago Diop, un auteur sénégalais. Son poème « Le souffle des ancêtres ». Ça disait « Écoute plus souvent les choses que les êtres. Entends la voix du feu. La voix de l'eau s'entend. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Les morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaircit et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Vous ne connaissez pas ma maman, quoique vous commencez à en avoir un petit aperçu. Mais vous devez savoir que maman est illettrée. Elle ne sait ni lire ni écrire. Ce jour-là, elle m'a dit ce poème-là. Les morts ne sont pas morts. J'ai réalisé que je savais très peu de choses de ma grand-mère. Elle s'appelait Antoinette. Elle a eu 2 enfants, ma mère et mon oncle. C'était une femme de caractère. Elle est morte jeune, de rupture d'anévrisme pour mon père, et de sorcellerie pour ma mère. Ah oui, elle avait le teint plus clair que maman.
Maman est noire ébène. Elle avait des cheveux comme les miens. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. Laisse tes histoires de blanc. Bon, eh bien j'ai fait comme si grand-mère Antoinette était toujours avec nous. Je lui ai parlé. Je lui ai raconté ma vie. Je lui ai parlé des gens, des endroits, des choses que j'aime. Je lui ai montré des photos de mes enfants. Je lui disais bonjour le matin. Je la saluais le soir avant de me coucher. Je lui parlais même dans la rue. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'étais au milieu des cases du village où maman a grandi. Du regard, j'ai parcouru toutes les rues du village, j'ai scruté les moindres recoins. Je n'ai vu personne. Il n'y avait pas âme qui vive. Même pas un chien ou un poulet. Juste le soleil. Le soleil et une légère brise qui me caressait le visage. Puis, j'ai entendu une voix au loin. Quelqu'un chantait. Mami lololo, mami wata lololo. Mami lololo, mami wata lololo. Mami lo, mami lo, mami lo, mami lo. Hein? C'est la chanson que maman me chantait quand j'étais petite. Mami lololo, mami wata lololo. Mami lololo, mami wata lololo. Mami lo, mami lo, mami lo, mami lo. Mami lololo, mami wata lololo. Mami lololo, mami wata lololo. Mami lo, mami lo, mami lo, mami lo. Wapa! Hey, dans la rivière, il y avait une femme qui chantait, qui dansait. Et elle faisait claquer la surface de l'eau avec ses mains. Elle avait le teint clair et des cheveux comme les miens. Grand-mère Antoinette. Elle m'a souri et elle m'a demandé de me déshabiller, de la rejoindre dans l'eau parce qu'elle voulait me laver. Bon, je l'ai remerciée, je lui ai dit que je savais me laver toute seule. Et de toute façon, je m'étais douchée avant de me coucher. Et moi, ce que je voulais, c'était lui parler. Je voulais qu'elle me raconte des histoires. Moi, Anna, je n'ai pas pu te laver quand tu étais bébé. Laisse-moi le faire maintenant. Grand-mère Antoinette m'a savonné. Elle m'a récuré des pieds à la tête. Puis elle m'a demandé de me coucher sur une pierre plate à fleur d'eau et de laisser le courant de la rivière me rincer. J'ai adoré quand elle me passait la main dans les cheveux pour enlever le savon. C'est pendant qu'elle faisait ça qu'elle m'a raconté une histoire. Au Congo, on dit que c'est Nzambe, Dieu, qui a créé la terre. On dit qu'un matin, Nzambe s'est assis sous un manguier et il a regardé autour de lui. Il a trouvé que ça manquait de vie sur cette terre, ça manquait d'animation. Alors il a pris de l'argile dans ses mains et il a laissé ses mains jouer avec l'argile. Ses mains ont façonné des créatures de toutes les formes, de toutes les tailles, de petites, des grosses, des moyennes. Au fil du temps, la forme des créatures s'est affinée. Et un jour, Nzambe a vu naître de ses doigts une créature qu'il a trouvée très élégante. Alors il lui a dit, toi, je t'aime bien, je vais te donner un nom. Je vais t'appeler Bakala. Nzambe était tellement content de sa nouvelle créature. Dans la foulée, il en a fait une deuxième, toute pareille. Enfin presque. Parce que pour rigoler, à la deuxième créature, il lui a collé 2 petites boules en forme de poire au niveau de la poitrine. Et lui a dit, toi, je vais t'appeler Kento.
Nzambe était tellement enthousiasmé par ces nouvelles créatures qu'il a eu l'envie d'en peupler toute la terre. Et il a réalisé que même pour lui, ça représentait un travail considérable. Et il était pris de fatigue. Il s'est demandé à qui il pourrait confier ce travail. Après tout, Kentu et Bakala n'avaient qu'à s'en charger eux-mêmes. Ils devaient bien ça à leur créateur. Oui, mais pour ça, ils devaient les doter d'un système d'autoreproduction. Nzambe est parti dans ses nuages pour réfléchir à tout ça. À force de réflexion, de calculs savants, de dessins, de maquettes, il a fini par trouver. Il a inventé un système des plus ingénieux. Un mécanisme propre à chacun et complémentaire. Comme deux pièces qui s'emboîteraient pour en créer une troisième. Vous voyez ce que je veux dire? Il a repris de l'argile. Ses doigts ont pétri un outil pour Bakala et une affaire pour Kentu. Et pour rigoler, il a mis un petit chapeau sur l'outil et il a caché une friandise dans l'affaire. Très fier de lui, il est redescendu sur terre. Il a tendu son outil à Bakala et son affaire à Kentu. Et c'est là qu'il a compris son erreur. Il avait oublié de réfléchir à l'endroit où il allait fixer les nouveaux accessoires. Ça lui avait déjà pris des milliards d'années de créer Kentu et Bakala. Il n'avait pas envie d'encore consacrer une centaine juste pour trouver un bon endroit. Alors malgré tout, il a confié son outil à Bakala, son affaire à Kentu. Il leur a dit qu'il reviendrait fixer les choses quand ils auraient trouvé le bon endroit. Voilà Kentu et Bakala livrés à eux-mêmes. Bon, ils décident de partir à la découverte de leur nouveau monde. Bon, avant de partir, Bakala tresse une gaine, il y glisse son outil, il attache la gaine autour de ses hanches, il laisse pendre son outil entre ses jambes, c'est là qu'il dérange le moins. Kentu, elle range simplement son affaire dans une calebasse et elle pose la calebasse sur sa tête. Les voilà partis, ils tracent le premier chemin dans la brousse. Le soleil brille, les criquets chantent, tout va bien. Après des heures de marche, ils arrivent devant une rivière. Bakala traverse le premier, Kentu le suit, mais elle pose le pied sur une pierre moussue. Elle perd l'équilibre, sa calebasse bascule et l'affaire tombe dans l'eau. Et dans la fraîcheur de l'eau, l'affaire ondule et chante de plaisir. Oh lélé, moliba makasi. Eh Bakala, bimana monuke kwenda, rattrape mon affaire, dis. Bakala se précipite, il rattrape l'affaire. C'est la première fois qu'il la voit d'aussi près. Dis ça à moi, ça non? Toi vraiment, hein? Est-ce que moi je chipote à ton outil, hein? Les voilà repartis. Le soleil brille, les criquets chantent. Tout va bien. Assez rapidement, ils arrivent devant une deuxième rivière. Bakala traverse le premier. Kentu le suit. Tu fais attention, hein? Oui. Elle tient fermement la calebasse sur sa tête. Mais dans la calebasse, l'affaire entend les clapotis. Elle se souvient de la fraîcheur de l'eau. Elle rampe le long des parois et hoppa! Oh lélé, moliba makasi, et Bakala, bimana monuke kwenda. Bakala, elle se précipite. Mais l'affaire, elle est bien décidée à profiter un peu plus longtemps de la fraîcheur de l'eau cette fois. Alors, telle des ailes de papillon, elle déploie ses grandes lèvres et elle danse, elle nage dans le courant. Mais Bakala a fini par la rattraper quand même. Hein. Dis ça, moi ça non. Ils reprennent leur route. Le soleil, les criquets, tout va bien. Si vous fréquentez un peu les histoires, vous savez qu'elles ont l'habitude de tout multiplier par 3. Ils arrivent devant une troisième rivière. Bakala traverse le premier. Tu fais attention, hein? Oui. Elle tient fermement la calebasse sur sa tête. Mais l'affaire entend les clapotis. Et
Bacala! Bacala est prêt à se jeter dans l'eau quand il sent la gaine s'agiter entre ses jambes. Et il entend son outil hurler qu'il en a assez de ses bains d'eau glacée. Qu'on le libère, il va régler cette histoire lui-même une bonne fois pour toutes. Bacala ouvre sa gaine et son outil plonge dans l'eau. Depuis la rivière, l'affaire n'a rien perdu de la scène. Elle regarde l'outil nager dans l'eau. On dirait une anguille flasque. Lui, de son œil unique, il ne la perd pas des yeux. Cela dit, inutile de se dépêcher, elle ne bouge pas. On dirait qu'elle l'attend même. Elle lui sourit en écartant légèrement les lèvres. Il s'approche, elle ne bouge pas. Il s'approche encore, elle ne fuit pas. Alors, du bout de la tête, il caresse les lèvres. Elle s'écarte un peu plus. Surprise, il y en a de plus petites à l'intérieur. Il les caresse aussi. L'affaire en frémit. L'anguille flasque devient un bâton ardent. Il se glisse dans le fourreau de l'affaire. Et dès qu'il franchit les lèvres, elle se serre sur lui. Et il est surpris, il ressort. Elle rougit. Lui aussi. Elle lui sourit à nouveau. Il rentre. Elle le serre. Il rentre plus profondément. L'outil explore les moindres recoins de l'affaire. Elle en frétille. Ensemble, ils se laissent emporter par des tourbillons de plaisir. Et soudain, dans un infime instant de lucidité, ils se souviennent des corps. Les corps de Kentu et Bacala. Alors, toujours enlacés, ils bondissent hors de l'eau, ils foncent vers les corps. Et l'affaire se laisse planter par l'outil entre les cuisses de Kentu. Quand Bacala voit ça, il veut aider son outil à empêcher la nageuse de s'enfuir. Il se couche sur sa femme, il pèse de tout son poids. Aussitôt, l'outil et l'affaire cherchent à s'enraciner dans les corps. Bacala et Kentu prennent peur, ils veulent se dégager. C'est là qu'ils entendent Nzambe leur ordonner « Laissez faire !» Laissez faire. Laissez faire. Alors, sans que les cerveaux ne décident rien, les mains ont caressé, les doigts ont exploré, les bouches se sont rejointes, les langues se sont mêlées. Chaque particule de peau s'est goûtée. Les corps se sont embrasés et Kentu et Bacala ont joui l'un de l'autre, encore et encore. Au Congo, on dit que Nzambe a trouvé que l'endroit choisi par l'outil et l'affaire était un très bon endroit. Il les a fixés où on les trouve toujours aujourd'hui. Grand-mère Antoinette avait fini de me laver. Et pendant qu'elle me séchait les cheveux avec son pagne, elle m'a murmuré « Moana, toi qui sais dire les histoires, raconte au monde que l'outil et l'affaire sont toujours doués de paroles. Il suffit d'ouvrir tous ses sens et de les écouter. » Le lendemain, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était d'aller raconter tout ça à ma mère, évidemment. Bon, c'était samedi, j'avais pas mal de courses à faire, j'ai attendu le soir. De toute façon, comme c'était samedi, pas de risque de la déranger. Sauf que dans les escaliers, j'ai reconnu la voix de Mika. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, Mika était le président de The Voice France. Maman regarde TF1 aussi. J'ai attendu la publicité. Je lui ai dit que grand-mère Antoinette était venue me voir, qu'elle m'avait raconté une histoire. Peine, ça. Ta grand-mère est venue te voir? Et alors? Hein? Et alors
alors, c'est tout ce qu'elle avait à me dire. Et alors? En plus, après, elle s'est levée, elle est partie dans la cuisine, elle est revenue qu'à la fin de la publicité. Non, mais j'avais plus rien envie de lui raconter, moi. Hein. Je suis restée là. J'ai regardé The Voice avec maman. Bah oui. Le lendemain, je rangeais des papiers. Et je suis tombée sur une vieille photo. Une photo de Oma Julia, grand-mère Julia, la mère de mon père. Elle non plus, je ne l'ai pas connue. Elle a refusé de nous voir, ma mère, mes frères et moi, quand on est arrivés du Congo. Et la maladie l'a emportée avant qu'elle ne change d'avis. J'ai toujours cru que Oma Julia avait refusé de nous voir à cause de notre couleur de peau. Mais je me trompais. Oma Julia. Les morts ne sont pas morts. Bon, eh bien j'ai fait comme j'avais fait avec grand-mère Antoinette. Et vous savez quoi? Ça a marché. Une nuit, je me suis retrouvée dans la cour de la ferme où mon père est né. J'ai reconnu le décor immédiatement. C'est le tableau qui trône dans le salon de mes parents depuis toujours. Le bâtiment principal, les étables, en face la grange où on entreposait le foin, et puis au milieu la cour. La porte du bâtiment principal s'est ouverte. Oma Julia est sortie. Dag Riatje, kom maar binnen. Oui, Oma Julia est flamande. Comme vous le savez sans doute, on rajoute souvent un tche au prénom. Bon, elle m'invitait à rentrer, je l'ai suivie. Elle m'a emmenée dans la cuisine. Ça sentait bon dans cette cuisine. Ça sentait le feu de bois et le lait. Le lait frais, celui qu'on vient de traire. D'ailleurs, il y avait une cruche de lait encore fumant sur la table. Oma Julia m'a désigné une chaise près du poêle. Je me suis assise et elle m'a servi un grand verre de lait. Je me suis régalée. Pendant que je buvais, je l'observais du coin de l'œil. Elle souriait. Elle avait l'air heureuse de me voir là. Quand j'ai déposé le verre vide devant moi, Oma Julia a froncé les sourcils. Zeg meisje, iets moet ik jij iets zeggen, hein? On va d'abord éclaircir un petit point ici, hein? Si j'ai pas voulu vous voir quand vous êtes arrivé du Congo, ça n'a rien à voir avec votre couleur de peau, hein? Niks te doen, meisje. C'est à cause de mon fils, ton père. Oma Julia m'a raconté que la dernière fois qu'elle avait vu mon père, son fils, il était curé. Oui, mon père a été curé. Ça ne s'invente pas. Elle m'a expliqué qu'un matin, la bonne est allée à l'église, à la paroisse. Elle n'a pas trouvé mon père. Alors, elle ne s'est pas inquiétée, ça lui arrivait régulièrement de se lever tôt pour aller visiter des ouailles. Mais le soir, il n'était toujours pas revenu. Et le lendemain non plus. Là, ça devenait inquiétant. Mais avant de prévenir la police, ils ont tout de même regardé ses affaires. Ils ont constaté que ses vêtements civils et son nécessaire de toilette avaient disparu. Il a fallu se rendre à l'évidence. Mon père était parti sans rien dire à personne. Pas même à sa mère. Ou peut-être, surtout pas à sa mère. Et puis, il a réapparu, 10 ans plus tard, sans jamais avoir donné la moindre nouvelle. Il est revenu avec une femme et des enfants. Mais pour Oma Julia, son fils, il était toujours curé. Et un curé, ça n'a ni femme ni enfant. Elle a refusé de nous voir. Oeh, dat is gezegd. Nu ga ik even pannenkoeken voor jou maken. J'ai remercié Oma Julia, mais je lui ai dit que je m'étais suffisamment rassasiée avec le verre de lait, inutile qu'elle se fatigue à me préparer des crêpes. Zeg meisje, quand t'étais petite, t'as jamais goûté mes pannenkoeken? Laisse-moi t'en faire maintenant. Elle a pris un saladier, elle y a mis des œufs, de la farine, du lait. Elle a battu tout ça.
En un tour de main, elle a obtenu une belle pâte, bien lisse. Mais un peu épaisse à mon goût. Elle a dû lire dans mes pensées parce qu'elle a éclaté de rire. Elle est partie dans une armoire. Elle en est revenue avec une bouteille de bière artisanale. Elle en a vidé la moitié dans la pâte à crêpes. Dat is wurde smaakt. C'est sûr que les crêpes auraient bon goût avec tout ce qu'elle venait de mettre. Et puis elle m'a dit que le secret d'une bonne pâte à crêpes, c'est de la laisser poser. Meisje, il paraît que tu cherches certaines histoires. Dan ga ik even vertellen. Je vais t'en raconter une alors. Hein? Oma Julia m'a raconté une histoire qui est arrivée à un couple de fermiers de sa région, à la côte belge. La femme avait envie de s'acheter une nouvelle robe. Ça faisait longtemps qu'elle n'était plus allée à la capitale. Elle avait envie d'aller jusque-là pour sa robe. Elle est parvenue à convaincre son mari de l'accompagner. Le matin, ils se sont levés tôt, ils ont laissé la voiture à la gare d'Ostende. Oui, parce qu'aller jusqu'à Bruxelles en voiture, il y a beaucoup trop de rues, et puis ces Bruxellois, ils roulent comme des fous. Ils sont arrivés à 10h, à l'ouverture des magasins, mais à 14h, ils n'avaient toujours rien trouvé. Il faut dire que chaque fois que la fermière poussait la porte d'une boutique, les vendeuses la dévisageaient, elles la toisaient, et avant même qu'elle ait le temps d'arriver à un rayon, elle lui disait « Excusez-nous, madame, mais nous n'avons rien à votre taille. Hein. » Mais le mari, il a fini par s'énerver. Contre sa femme. Mais je comprends qu'on trouve rien pour toi. Non mais t'as vu comment t'es devenue? On dirait une moissonneuse batteuse. Oh, et puis moi j'en ai marre de faire les boutiques. Si t'as envie, tu continues toute seule, mais moi j'entre. Et il a laissé planter là, il est parti. Mais elle s'est pas découragée. Elle a continué à faire les boutiques. Le soir, quand elle est rentrée, lui, il était assis dans son fauteuil, près du feu, il lisait son journal. Il n'a même pas tourné la tête quand il a entendu la porte s'ouvrir. Il n'a relevé le nez de son journal que 2 bonnes heures plus tard. Quand il a entendu les talons hauts claquer sur le carrelage. Il a levé les yeux, il a vu sa femme rentrer dans le salon. Elle portait une robe fuseau mauve qui épousait parfaitement ses formes généreuses. Sur le dessus, on apercevait la dentelle de son soutien-gorge, couleur lilas. Son soutien balconnet donnait l'impression que ses seins étaient 2 coupes de glace à la vanille, nappées d'un coulis de framboise. Son fard à paupières, son rouge à lèvres, son vernis à ongles, ses souliers, tout était assorti à son soutien-gorge. Et elle avait libéré ses longs cheveux noirs. Son mari avait oublié qu'elle les avait aussi longs. Le journal est tombé par terre. Il est parvenu à s'extraire de son fauteuil. Et il a marché vers sa femme, les mains et la bouche gourmandes. Quand il arrivait près d'elle, il lui a dit « Oh, qu'est-ce que tu t'imagines? Tu crois vraiment que j'ai sorti la moissonneuse batteuse pour un seul et vulgaire épi? » On dit que cette nuit-là, la fermière a écumé tous les bars, toutes les boîtes de nuit de la côte, et qu'elle a moissonné tous les épis qu'elle y a trouvés. La preuve, il paraît que de nombreux épis s'en souviennent encore. J'étais estomaquée que Oma Julia me raconte une histoire comme ça. On m'a toujours dit que Oma Julia était une grenouille de bénitier. L'idée de mon père curé, c'était son idée. Hein. J'ai fait part de mon étonnement à Oma Julia. Zeg meisje, de mon vivant, j'ai toujours été une bonne catholique, hein? Prier tous les jours, aller à la messe, aller à confesse au moins 1 fois par semaine, faire des enfants. J'en ai porté 13, meisje.
10 sont restés vivants. Pas besoin de s'amuser pour faire des enfants, il disait le priester. Mais maintenant, le priester, il est plus là, Neige. Alors, je peux m'amuser. La pâte à crêpes était bonne. Elle a fait sauter les crêpes bien haut pour m'impressionner. Et on finissait de se régaler de crêpes à la cassonade quand je me suis réveillée. Le lendemain, je serais bien allée raconter tout ça à ma mère. Mais rien qu'à l'idée de l'entendre me dire « Et alors ?» ça m'a dissuadée. Quelques jours plus tard, j'ai feuilleté un livre de contes. J'y ai trouvé une histoire. L'histoire de Cadel. La mère de Cadel est morte quand Cadel était encore un bébé. C'était le premier enfant du couple. Son père ne savait pas très bien quoi faire d'elle. Alors il l'a confiée à une de ses sœurs. Elle était veuve, elle ne voulait plus se marier et elle n'avait pas d'enfant. C'est elle qui a élevé Cadel. Elle a très bien fait ça. Aujourd'hui, Cadel est une superbe jeune femme. Quand elle passe dans le village, avec la calebasse sur la tête, le dos droit, le regard des hommes s'attarde longuement sur ses mangues fraîches. Un jour, le jeune chasseur du village vient demander sa main. Je vous décris le chasseur. Larges épaules, tablette de chocolat, cuisses fermes, fait sa sortie. Quand il revient de la chasse, avec une antilope sur les épaules, le torse encore baigné de sueur, toutes les jeunes femmes du village, et les moins jeunes, rêvent de lui préparer le foufou du soir, et plus si affinité. Autant vous dire que Cadel est ravie de la demande. Le jour du mariage, c'est sa tante qui la prépare pour la cérémonie. Elle lui enduit le corps de beurre de karité, elle lui tresse les cheveux, et elle prépare les colliers de cori qui marqueront ses hanches quand elle dansera. Au fil des préparatifs, Cadel s'aperçoit que sa tante est de plus en plus triste, et même de mauvaise humeur. Elle s'en inquiète. Dit Tantine, qu'est-ce qui se passe? Dit, je me marie aujourd'hui. Je me marie avec le chasseur. Toutes les filles voudraient être à ma place. Et tu sais, il est beau, mais il est aussi gentil et intelligent. Et puis comme il est chasseur, je manquerai jamais de rien. Puis t'inquiète pas, je viendrai te voir souvent. Toi, tu es heureuse et tu rigoles là parce que tu sais pas ce qui t'attend ce soir. Qu'est-ce qui m'attend, Tantine? Toi, tu vas aller à la fête, là. Tu vas danser. Ton mari va te regarder danser. Ça va lui donner faim. Et puis, il va écouter tes colliers de cori chanter. Ça va lui donner très, très faim. Après la fête, vous allez aller dans votre case. Il va découvrir ton corps nu à la lueur des flammes. Ça, ma fille, ça va lui donner très, 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 très faim. Il va manger tes petites mangues là. Il va laisser traîner sa langue sur ton ventre jusque dans ta grotte. Et puis avec ta jambe du milieu là, il va te labourer, labourer, labourer. C'est ça qui t'attend ce soir, ma fille. Hé, c'est pas comme ça que Cadel voyait le mariage. On voit arriver à la cérémonie ce jour-là une jeune mariée au regard triste, au visage fermé. Elle danse quasiment pas. Elle mange à peine. Son mari met son attitude sur l'émotion. Il lui sourit. Elle se referme encore plus. Après la fête, tout le village les accompagne jusqu'à la case. Les amis du marié ont déjà allumé un petit feu. Quand il se retrouve seul et que Cadel voit son mari s'approcher d'elle, sourire aux lèvres, un sourire qui lui paraît carnassier, elle bondit en arrière. Là, je sais ce que tu vas faire, hein. Tu vas manger mes mangues, tu vas lécher mon ventre, et puis tu vas me labourer, labourer, labourer. Je veux pas. Ah, le jeune homme, il comprend rien de ce qui vient de se passer. Tout ce qu'il comprend, c'est je ne veux pas. Il est intelligent, il n'insiste pas. Les jours suivants, il tente des petits gestes de tendresse. Non, je veux pas. Il lui parle des fleurs, des oiseaux. Je veux pas.
Il est chasseur. Il l'emmène dans la brousse. Il lui montre cette lionne qui s'est laissée séduire par un lion et, mon Dieu, elle a l'air d'aimer ça. Ah, je veux pas! Ils habitent dans une région où il y a des bonobos. Vous connaissez les bonobos? Ben, il lui parle des bonobos! Ah, tu me prends pour une guenon, toi, maintenant? Je veux pas! Mais il sait plus quoi faire. Il est désespéré. Alors il va trouver le vieux forgeron du village. Dans beaucoup de villages d'Afrique, encore maintenant, le forgeron est considéré comme le sage du village. Et il lui expose leurs problèmes. Le forgeron lui donne quelques conseils. Et il décide de suivre les conseils du vieux sage à la lettre. Il passe la journée dans la forêt, le soir il rentre chez lui, il dit à Cadel que les ancêtres sont venus le voir dans la forêt, qui lui ont parlé et qui lui ont dit comment résoudre leurs problèmes. Il doit cesser de parler à la bouche d'en haut de Cadel, il doit parler à sa bouche d'en bas. Mais pour que sa bouche d'en bas soit capable de parler, il doit d'abord la soumettre à un rituel. Et pendant tout le rituel, la bouche d'en haut doit rester fermée. Pas un son ne peut en sortir. La parole des ancêtres est sacrée en Afrique. Cadel accepte de se soumettre au rituel. Son mari lui dit de se coucher sur leur natte, nu. Il s'agenouille à ses côtés et il prend la petite calebasse qu'il a remplie de miel sauvage dans la forêt. Il verse du miel sur la poitrine de Cadel. De ses mains, il étale le miel sur les seins. Il les masse. Il les presse un peu. Juste un peu. Puis il verse du miel sur le ventre de Cadel. Il étale le miel sur le ventre, sur les hanches. Il les masse. Il presse un peu. Juste un peu. Il relève les jambes de Cadel. Il verse du miel depuis le haut des genoux. Ses mains accompagnent le ruisseau ambré le long des cuisses, jusqu'à la toison. Il veille à ce que chaque matiti soit imprégné de miel. Il presse le mont de Vénus de Cadel un peu, juste un peu. D'un doigt, délicatement, il enduit les lèvres de miel, les grandes, les petites. Il s'attarde sur le bouton d'amour de Cadel. Un peu. Juste un peu. Puis, délicatement, le doigt glisse dans la bouche d'en bas de Cadel. Le chasseur sourit. La bouche d'en bas de sa femme est accueillante, généreuse et profonde. Cadel n'a accepté de se soumettre à ce rituel que parce que les ancêtres l'ont dit. D'ailleurs, déjà au début, elle a failli rompre sa promesse. Quand il a versé du miel sur sa poitrine, elle a failli dire à son mari d'aller faire chauffer de l'eau pour qu'elle puisse se laver quand il aurait fini de faire ces bêtises-là. Mais quand les mains ont pressé ses seins, elle a senti ses seins se durcir. Quand les mains ont pressé ses hanches, tout son corps s'est réchauffé. Quand les mains ont glissé le long des cuisses, ont pressé le mont de Vénus, elle a dû faire de profondes inspirations pour garder son calme. Quand le doigt a caressé les lèvres, s'est attardé sur son bouton d'amour, Cadel a fermé les yeux. Sa tête a glissé en arrière, elle a senti ses reins se cambrer. Quand le doigt a glissé dans sa bouche d'en bas, elle a juste eu le temps de se mordre les lèvres d'en haut pour retenir un gémissement. Son mari ne fait plus rien. Elle ouvre les yeux.
Elle le voit se pencher entre ses jambes. Elle sent son haleine chaude sur sa bouche d'en bas. Il lui parle. Il lui demande si elle aimerait qu'il la fasse chanter. Cadel sourit. Elle devine la réponse. Ce qui fait qu'elle est très étonnée que sa bouche d'en bas ne réponde pas. Elle reprend espoir quand son mari pose la question pour la deuxième fois. Sa bouche d'en bas qui s'obstine à se taire. Alors quand il pose la question pour la troisième fois, qui semble être la dernière, elle n'attend pas la réponse. Elle se redresse, elle bascule son mari, elle le couche sur la natte, elle l'enjambe et elle se laisse glisser avec volupté sur le dard déjà dressé. Et elle le chevauche encore et encore. On dit que cette nuit-là, Cadel et sa bouche d'en bas ont tant chanté qu'elles en ont réveillé les ancêtres. J'avais envie de raconter cette histoire à mes grands-mères. J'avais hâte qu'elles reviennent me voir. Puis je me demandais laquelle allait revenir me voir la première. Grand-mère Antoinette, Oma Julia, l'Europe ou l'Afrique. Ça y est, j'étais de nouveau partagée entre deux continents. Elles ont mis tellement de temps à revenir me voir cette fois-là que j'avoue que mon quotidien a repris le dessus. J'ai cessé de penser à elles. Et puis une nuit, j'ai entendu des rires étouffés dans ma chambre. Quand j'ai ouvert les yeux, elles étaient là, toutes les deux. Grand-mère Antoinette d'un côté, Oma Julia de l'autre. Elles se sont bien moquées de moi quand elles ont vu ma tête. Zeg Meeschke, t'avais pas compris qu'on se connaissait déjà toutes les deux là. Ça fait longtemps, tu sais, qu'on s'est trouvés, Antoinette et moi. Alors, je suis venue avec Antoinette, parce que l'autre jour, elle m'a raconté une histoire. Je l'aime bien. Je voudrais bien qu'elle te la raconte. Ça concerne les welbeleefde mensen in Afrika. Quoi, les gens bien élevés en Afrique? C'est pas la même chose qu'en Europe? Eh bien, pas dans toutes les régions. Grand-mère Antoinette m'a expliqué que dans certaines régions, on considère que la personne bien élevée, c'est la personne qui sait se tenir en société suivant les coutumes locales, bien sûr. Mais aussi, et surtout, c'est la personne qui est capable d'amener son partenaire jusqu'au paroxysme du plaisir sexuel. Petite parenthèse technique. Dans ces régions-là, les femmes encouragent les jeunes filles à se masser les petites lèvres pour les agrandir, les allonger. Bon, attention, on ne fait pas ça n'importe comment. L'objectif n'est pas d'obtenir 2 oreilles d'éléphant flasque, pendouilles entre les jambes. Les lèvres doivent garder toute leur tonicité et toute leur sensibilité. La femme doit être capable de serrer le membre viril de son partenaire autant avec son vagin qu'avec ses lèvres. Messieurs, ne vous imaginez pas que la bonne éducation africaine soit réservée aux femmes. L'homme bien élevé aura suffisamment de ceinture abdominale que pour ne pas s'écraser sur sa partenaire, quel que soit son poids à lui. Il aura la créativité de varier les positions et la courtoisie de faire durer leur plaisir. Mais ça, c'est valable partout, qu'on se le dise. La petite touche africaine. L'homme bien élevé saura battre du tambour. Il saura battre du tambour et faire jaillir la fontaine de sa partenaire. Au Rwanda, on raconte l'histoire d'une reine. Une reine dont le mari, le roi, aimait la chasse. Parfois, il lui arrivait de partir pendant quelques jours, voire plusieurs semaines, juste pour assumer et pour assouvir sa passion. Ce qui fait que la reine se retrouvait souvent seule. Seulement, cette reine-là, ce n'était pas une reine de pacotille. Ce n'était pas le genre de femme à rester assise sur le rebord de sa fenêtre, à scruter l'horizon en attendant le retour de son homme.
Cette femme-là, elle aimait la vie, elle aimait s'amuser, elle aimait la chair, la bonne chair, toutes les chairs. Elle aimait manger, elle aimait boire, elle aimait... Ouais, ça aussi. Bon alors, quand son mari n'était pas là, et qu'il lui venait une envie particulière, bah mon Dieu, elle se comblait toute seule. Ses doigts étaient agiles et connaissaient parfaitement son corps. Mais avoir un homme dans ses bras, surtout quand il sait s'y prendre, c'est pas la même chose, hein? N'est-ce pas, mesdames? Or, un matin, elle éprouve une envie particulière. Une grosse envie. Elle n'a pas envie de se contenter de ses doigts. Alors, elle fait appeler le valet qu'elle a remarqué il y a quelques jours. Bon, l'homme est très étonné qu'on lui demande de s'introduire seul dans la chambre de la reine. Il est encore plus surpris quand il découvre la reine nue, couchée sur sa natte. Il fait mine de ne pas comprendre quand elle lui tend un bol rempli de beurre et qu'elle lui demande de l'amasser. Alors oui, au Rwanda, on se masse avec du beurre. Il paraît que c'est très bon pour la peau. Mesdames, le message est fait. Devant l'attitude du valet, mais la reine le menace de lui couper les mains s'il refuse de faire ce qu'elle lui demande. Impossible donc de refuser d'obéir à la reine. Il s'exécute. Il masse la reine. Il veille bien à ce que ses gestes soient professionnels et le plus mécanique possible. Alors, il parvient à se contrôler quand il masse les cuisses de la reine, son ventre et même ses seins. Mais quand elle se retourne et qu'il découvre son dos, ses reins, ses fesses charnues, il ne peut empêcher un raidissement d'une partie de son anatomie. La reine devine le membre tendu sous le pagne. Elle s'offre à son serviteur. Impossible de refuser un cadeau de la reine, d'autant qu'il ose à peine imaginer ce qu'elle lui couperait s'il refusait. Il s'exécute. Il pénètre la reine. Mais il veille à ce que ses gestes soient professionnels et le plus mécaniques possible. Et il se contente d'un va-et-vient. Mais pendant sa valse de va-et-vient, il ne peut s'empêcher de penser à la réaction du roi quand il saura. Il est terrorisé. Il se met à trembler. Son bâton aussi tremble. Il sort et il parvient plus à rentrer là où il faut. Au lieu de rentrer, il tapote la noisette de la reine. Et la reine est surprise, on ne lui a jamais fait ça. Mais en même temps, un peu nouveauté, mais pas pour lui déplaire. Le bâton tapote, tapote, tapote. La reine sent une vague de jouissance naître dans son ventre. Des frissons lui parcourent le corps. Elle ferme les yeux. Elle écarte plus les jambes pour mieux s'offrir. Elle s'abandonne complètement. Voyant l'attitude de la reine, le valet se sent encouragé. Il aide son bâton à tapoter. Et il tapote, 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 et la vague grandit, 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 grandit. La reine sent qu'il lui sera impossible de retenir cette vague plus longtemps. Tel un geyser d'eau tiède, la vague jaillit du sexe de la reine. Elle n'a jamais éprouvé autant de plaisir. Dès qu'elle retrouve ses esprits, elle ordonne au valet de recommencer. Et cette fois, il ne se fait pas prier. Lui aussi, cette expérience, il l'a trouvée très satisfaisante. Mais la reine et le valet mettent à profit l'absence du roi pour peaufiner et parfaitement maîtriser la nouvelle technique. Au retour du roi, il est immédiatement initié à l'art du tapotage. Et il y prend goût. Pour son plus grand plaisir et pour celui de la reine, il devient très rapidement un expert en la matière. On dit que le lendemain d'une nuit pendant laquelle le roi et la reine avaient particulièrement tapoté, la reine a pendu au soleil sa natte inondée par les geysers de la nuit. De la natte,
des gouttes sont tombées par terre. Les gouttes ont formé un ruisseau. Le ruisseau est devenu rivière. La rivière est devenue fleuve. Le fleuve est devenu lac. Le lac Kivu. C'est depuis lors qu'on dit qu'au pays des mille collines, les hommes connaissent l'art du tapotage et le secret des femmes fontaines. Oh, ma Julia nous a dit qu'elle adore cette histoire, mais que heureusement qu'elle et son mari ne connaissaient pas cette technique à l'époque, parce que sinon c'était sûr qu'il lui aurait fait encore plus d'enfants. Là-dessus, grand-mère Antoinette lui a dit que si elle s'était connue à l'époque, elle lui aurait donné son truc pour avoir moins de marmots. Quand les yeux de ton homme chavirent, ça veut dire qu'il va cracher. Fais-le cracher dehors. Oma Julia nous a avoué que ça aurait été impossible à faire. Bien souvent, quand les yeux de son homme chaviraient, les siens ne voyaient plus grand-chose. Qu'est-ce que nous avons ri cette nuit-là? Je me suis réveillée encore pleine du souvenir de mes grands-mères le lendemain. C'était samedi, j'ai fait la grasse matinée. Vers 11h, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Elle s'étonnait de ne plus avoir eu de mes nouvelles depuis longtemps et elle se proposait de me préparer à manger le soir même. Elle m'invitait à venir manger chez elle. Elle allait me préparer du makayabou à la sauce tomate. Le makayabou, c'est le poisson salé et séché. Et j'adore quand maman le fait à la sauce tomate. Seulement, j'ai fait remarquer à maman que nous étions samedi et que je n'avais aucune envie de manger devant la télévision et encore moins de regarder The Voice. J'ai entendu maman sourire au téléphone. Et elle m'a dit avec une tendresse que je ne lui connaissais pas: il y a The Voice à la télévision, ma fille. Et alors? C'est la dernière aujourd'hui d'une série de 3. Oui, oh, pour moi aussi. Quand on m'a annoncé les 3 à la suite, je me suis dit, ouh, ça va faire beaucoup. Et puis là maintenant, c'est, oh, déjà. Mais je remercie